pas grand chose. Putain, c'est casse-couille là, Grand putain. chose Toujours à casser les couilles ce truc là. à la grand chose à l'analyse qui va suivre. De toute façon, chacun a ses propres tracés et donc chacun va avoir une vision un peu différente de ce qui se passe. Donc, si on regarde l'objectif théorique de ce double bottom, donc on reporte l'écart entre le creux le plus profond et la ligne de coup, on le reporte à la cassure de la ligne de coup, voilà, et ça donne ici un objectif théorique de 4100 points. Maintenant, si on se met en journalier, voilà, donc en journalier, on peut voir, qu'il y a eu formation d'un autre double bottom à ce niveau-là. Donc je rappelle, notre double bottom en weekly, il fait tout ça. Voilà. Voilà. Là, on a notre double bottom en weekly. Tac. Et le double bottom en daily, il fait ça. C'est en gros le deuxième creux du double bottom en weekly qui a formé un double bottom en daily. Alors, on a une ligne de coup là qui est à 3250 points. Donc qui a été testée déjà pas mal de fois. Hein. Ici, 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 ici. Donc il y a eu cassure de cette ligne de coup et il y a eu un pullback. Et on voit que depuis le 29-12-2011, la paire est partie, l'indice est parti dans une tendance haussière. Très bien marqué par cette, moyenne mobile à 20 jours, là, qui a très bien accompagné les cours, et donc par aussi qui a formé un canal haussier. Voilà. Donc si on regarde l'objectif théorique de ce double bottom, comme tout à l'heure, on reporte l'écart donc à la cassure ici et ça donne un objectif d'environ 3690, on va te dire hop 3700. Voilà. Plutôt l'objectif à 3700. Très bien. Maintenant, si on passe en 4 heures pour essayer d'un peu regarder les différents points d'entrée. Donc, on va essayer de retracer ça bien comme il faut. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé Alors, les cours sont très bien marqués sont très bien coiffés par une zone de support formée par 3 moyennes mobiles exponentielles à 70 périodes. Donc 3 moyennes mobiles exponentielles à 70 périodes en H4. Donc une calculée sur les cours des plus hauts, une sur les cours des plus bas et une sur les cours de fermeture. Alors, ce que je préconise moi, ça va être tout simplement d'acheter les retours sur cette moyenne mobile à 70 périodes et sur donc le support oblique donc du canal haussier. Donc voilà, donc on va tout simplement attendre que les cours hop, reviennent sur ce niveau-là. Reviennent donc sur cette moyenne mobile et donc sur ce support pour partir à l'achat. Bien sûr, on va attendre confirmation du rebond. Donc on peut attendre une deuxième bougie après que ça ait rebondi. Donc, premier objectif mes objectifs n'ont pas changé par rapport aux dernières analyses. Hein. Donc toujours 3545, 3600, 3630, puis 3700. Voilà. Déjà ça, ce sont donc les objectifs pour le scénario haussier. Maintenant, pour le scénario baissier,
je préconise d'attendre déjà la cassure des 3400. Une cassure des 3400 et donc de cette moyenne mobile et de ce support, avec un objectif donc à 3350 et un second objectif à 3250. Les 3250, ce sont, je rappelle, c'est la ligne de coup du double bottom en daily. Voilà. Donc on pourra bien sûr, là on est en tendance haussière, donc trader les ventes, c'est donc une stratégie de qui est à contre-tendance, donc elle est un peu plus risquée. On pourra attendre un pullback après cassure de la moyenne mobile et des 3400 pour rentrer à la vente. Ce serait plus prudent. Maintenant, si on passe sur le S&P 500, hop, on va passer sur un graphique en weekly. Alors, on voit que les cours sont actuellement dans une zone de résistance entre 1370 et 1345. Voilà. Donc, qui ont été testés ici, à ce niveau-là, là, là. Donc, c'est une zone assez forte. C'est une zone majeure, hein. Donc, si on passe sur du journalier, on peut voir que la moyenne mobile simple à 20 périodes a très bien accompagné la hausse, parce que on voit bien que nous sommes donc en tendance haussière ici, donc depuis ce niveau là, donc depuis le 28/11/2011, nous sommes en tendance haussière, très bien accompagné par une moyenne mobile à 20 périodes. Donc comme précédemment, j'ai utilisé 3 moyennes mobiles, une sur les cours d'ouverture, les cours de clôture et les cours non, sur les cours d'ouverture, les cours des plus hauts et les cours des plus bas. Voilà. Donc si on regarde maintenant en H4 pour essayer de déterminer différents points d'entrée, donc les cours sont revenus tester donc cette moyenne mobile à 20 périodes. Alors on pourrait envisager donc un achat. Pour envisager un achat, on attendra néanmoins, il vaudrait mieux attendre la cassure des 1370 pour partir à l'achat. On aura un stop sous la moyenne mobile à 20 périodes. Donc sous la moyenne mobile à 20 périodes des cours de fermeture, hein. Pour être plus prudent, on peut mettre en dessous les cours des plus bas. Ce qui serait donc ça, c'est vraiment pour être plus prudent. On aura un premier objectif à 1380. Donc là, si on vise seulement cet objectif, le ratio ne sera pas très bon, hein. Donc on a un autre objectif à 1400 et un à 1437. Voilà. Maintenant, si ça venait à se retourner et à partir à la baisse, on attendra la cassure des 1335. Voilà, on attendra la cassure donc des 1335. Éventuellement un pullback sur ce niveau ou un pullback sur la moyenne mobile, hein, pourquoi pas, pour passer à la vente. Et l'objectif sera à 1300. Donc là, on est en tendance haussière, donc on va privilégier bien sûr l'achat. Maintenant, si on part dans une analyse du DAX. Alors, donc les cours, donc là se rapprochent, l'indice se rapproche d'une zone de résistance à 7000, qui a été testé donc à ce niveau-là, là, à ce niveau-là. Donc si on regarde en journalier, on voit que
on a eu une très belle tendance haussière. Très belle tendance haussière, bien coiffée par une moyenne mobile à 12 périodes. Donc toujours sur les cours des plus hauts, les cours des plus bas et les cours de fermeture. Voilà. Donc les cours là congestionnent, sont congestionnés à ce niveau-là. Et ont donc formé là, ici on voit une résistance qui est maintenant devenue support, qui est à 6810 à peu près, 6810. Bon. 6810. Voilà, donc les cours sont actuellement revenus sur ce support. Alors en H4, on va essayer de déterminer donc des points d'entrée. Donc on peut éventuellement acheter ce support ici. Personnellement, je préférerais attendre une cassure des 7000 avec un pullback dessus. Donc ça c'est pour mon scénario haussier. On va attendre donc cassure des 7000 avec un pullback pour partir à l'achat avec un objectif à 7250 et 7350 comme deuxième objectif. On aura un stop sous les 7000. On pourra mettre un stop vers juste en dessous. S'il y a un pullback, ce sera vraiment une entrée optimale. Maintenant, si on veut trader, si les cours viennent à se retourner, on pourra éventuellement partir à la vente à la cassure des 6800. Là, si les 6800 cassent, on pourra partir à la vente. On pourra éventuellement attendre le pullback sur ce niveau pour rentrer. Donc avec un stop juste au-dessus. Et on aura comme objectif les 6657, enfin 6660. Et non, 6700 dans un premier temps. 6700. Puis les 6660. Hop. Et enfin, donc, on viendra chercher les 6425. Maintenant, un dernier indice, on va faire donc le Nasdaq. Alors, le Nasdaq. Donc là, on est sur un graphique en weekly. On a eu une tendance haussière avec une moyenne mobile 200 périodes qui est actuellement donc orientée à la hausse. Elle avait très bien accompagné les cours à ce niveau-là. Une fois qu'elle a été cassée, tac, les cours sont partis à la baisse. Ici, ils sont partis à la hausse. Hop. Et là, ça a assez bien soutenu les cours. Et donc là, actuellement, cette moyenne mobile est orientée à la hausse. Maintenant, si on regarde, on a une zone de résistance à donc 7430. Voilà, 2430, pardon, 2430 et 2410. Voilà, cette zone a été cassée et les cours sont partis à la hausse et sont montés jusqu'à 2645. Alors, si on regarde en journalier, donc en journalier, donc on voit mieux donc la cassure à ce niveau-là, une hausse assez régulière. Voilà. J'ai pas regardé, peut-être qu'on peut tracer un canal. Voilà. On peut tracer un canal, enfin un support déjà. Voilà, on peut tracer ici un canal haussier. Voilà, à peu près.
Voilà, à peu près comme ça. Donc, maintenant, je sais pas si... Voilà. Donc, la moyenne mobile, si on regarde donc en H4, on peut voir qu'une moyenne mobile à 50 périodes, une moyenne mobile exponentielle 50 périodes, donc on a fait une zone là encore, a très bien suivi, a très bien coiffé les cours. Donc on peut prendre les rebonds sur cette moyenne mobile, le retour des cours sur cette moyenne mobile pour passer à l'achat. Donc actuellement les cours sont revenus tester ici. Donc on va prendre position position à l'achat lorsqu'il y aura vraiment confirmation d'un rebond. Le CCI est actuellement donc CCI, moi je le calcule sur 6 périodes parce que en H4 ça fait un CCI sur 24 heures. Alors si donc CCI en survente, si le CCI repasse au-dessus de la zone des moins 100 et qu'on a vraiment confirmation de ce rebond, on pourra prendre position à l'achat. On pourra prendre position à l'achat. Maintenant les objectifs. Alors les objectifs, j'ai pas regardé quels objectifs on peut avoir. Donc là les objectifs, j'ai un objectif, bah déjà on va les objectifs, donc j'ai un objectif à 3000. Voilà, donc mon objectif va être, donc dans un premier temps, à 3000. Voilà, sur ce niveau-là. On pourra éventuellement avoir aussi un objectif un peu plus proche à 2000, ici vers 2600, 2660. Voilà, ça c'est là c'est pour donner vraiment des zones, donc des niveaux intermédiaires, mais on pourra 2660 puis ensuite 2750. Mais vraiment je suis plutôt aussi vers les 3000. Voilà. Donc bah c'est à peu près tout. C'est à peu près tout donc ce que j'ai à dire sur les indices pour le moment. Ah oui, j'oubliais le Dow Jones. Voilà, j'ai failli oublier le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, si on se met sur un graphique en weekly déjà dans un premier temps, on peut voir que là on est sur une zone importante, sur une zone des 13 000, entre les 13 000 et les 12 900 points. Donc c'est une zone déjà qui a été travaillée ici, à ce niveau-là, encore ici, à ce niveau-là encore, ici. Donc c'est une zone assez importante. Alors si on se met sur du journalier, on peut voir qu'une moyenne mobile 20 périodes a très bien accompagné donc les cours, très bien accompagné la hausse. Donc on est ici en tendance haussière. Là les cours sont actuellement en congestion, sont actuellement en train de congestionner. Donc si on regarde en H4 pour avoir un meilleur point, pour voir les bons points d'entrée. Donc ici je dois on pourra partir à la vente. Donc je donne déjà le premier scénario baissier. On pourra partir à la vente à la cassure des 12 880 avec un objectif à 12 800 puis 12 750
Et après, donc j'ai plein d'objectifs intermédiaires. Un autre objectif à 12 600, un 12 500, un 12 300. Mais bon, là on est toujours en tendance haussière, même si les cours sont en train de congestionner. Maintenant, on pourrait envisager d'acheter le support qui est à 12 880, parce que les cours là forment un range entre une résistance à 13 000, 13 030, enfin 13 030 plutôt, et un support à 12 880. Donc on pourrait acheter ce support. On peut aussi attendre une cassure des 13 000 et 13 029 pour partir à l'achat. Néanmoins, on pourra aussi attendre un pullback sur ce niveau pour vraiment avoir une entrée optimum. Une entrée optimale. Alors, maintenant pour l'objectif. L'objectif sera à 13 250. Voilà, 13 250 points. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour des indices. Donc, si vous voulez cliquer sur j'aime si vous appréciez donc ces analyses, je ferai un point sur ces analyses. Voilà donc le point réalisé par le site Signal Forex. Donc je vous laisse l'adresse. Voilà. Signalforex.fr, tout attaché. Ok. Et donc, on continue. Alors, pour l'instant, on a de la pression à la vente hein, sur l'eurodoll. Alors, ici, sur mon graphe. ZUSD. Vraiment, je suis vendeur du dollar face à tous les produits sur lesquels je suis actuellement. 14 € de perte en cours, donc pour le moment, ça ne profite pas. Donc on a 2 micro-lots ouverts sur un USD, 2 micro-lots sur Eurodoll, 1 micro-lot sur l'or. L'or ça se calme, on peine à se retourner. On verra ce qu'il en est, il est 17h là. On verra si on peut partir sur une phase de correction en cette fin de journée. Alors j'ai le droit à 3 positions par actif en même temps. Donc il me reste encore de la marge de manœuvre sur les 3 actifs différents traités. Sur l'or, pour l'instant avec une position ouverte. Stop loss c'est à 1155, donc il reste de la place. Alors, quelle analyse, Karim? On va voir ce qui s'est passé. Alors que les acheteurs reviennent hein, sur l'or. Oui, c'est des dingues, tu as raison. 2001, je ne sais pas. Si quel logiciel, la perte de la note 5000 pourrait être aussi plat. Je sais pas si je trade, aucune idée. Excellentes vacances ensoleillées. Voilà, bah, bonnes vacances à toi Karim, et puis bah, on se retrouvera donc après les vacances. Bonne soirée, à bientôt. Beaucoup d'attention et de plaisir. Ce sont les écrans, les lignes vertes. J'ai aussi fait une belle journée, je suis contente de partir assister à une séance. Je vous souhaite une bonne soirée et merci à Fa pour cette émission que j'écoute avec attention. Bah, pas de problème mandarine. Sur le câble, on a les 161.8 pile sur un niveau de support. De quoi tu as dit? On a quoi sur le câble? Quand on retrace en H1 la dernière vague de correction, sur 161.8, tu tombes pile sur le support, donc je vais surveiller ce niveau. Moi j'ai 75% là. En effet, éventuel. « 61,8%. Non, en fait, tu retraces la dernière vague de correction, donc la petite vague de correction de la baisse. Tu vois, au lieu de prendre les fibos de façon
D'accord, ok. C'est pour regarder les seuils importants et voir si la figure va se réaliser. Ok, ok. En tout cas, on a des zones de support probables. On l'observe sur le câble. Ici sur un ZDUSD, les acheteurs reviennent légèrement. En M5, en H1, ça reste encore très accentué à la baisse, mais si la tendance doit se retourner, ça peut être assez violent. Eurodoll, on repasse positif. On n'est plus qu'à 9,41€ de perte sur l'ensemble des positions ouvertes. Sur l'or, on est passé positif. Pression acheteuse sur Eurodoll et test virulent de la résistance oblique baissière. On rebondit au-dessus de la zone du S2. La pression. On va voir si on a des vraies variations, des vrais mouvements. Euro-yen, on a toujours une forte pression de fond vendeuse, mais ça tendance à légèrement retracer aussi. L'heure fait quelque chose, hein, 17h03, on est proche de la fermeture des marchés européens. C'est souvent que derrière, forcément ça retrace, mais ça se calme en tout cas, ça peut consolider, des choses comme ça. USD CHF, on est sur une tendance de fond qui est clairement haussière. USD Yen, on a un dollar qui a perdu de la valeur là. Alors sur l'argent, on a eu une belle dégringolade, hein, puisque en l'espace de quelques jours, on est quand même passé de plus haut à 37$, à des plus bas à 32$. C'est quand même une sacrée variation. Ça peut être un bonne idée d'achat l'argent pour du long terme. Sur l'or, les acheteurs mettent la pression, mais on reste bloqué sous la Après résistance l'argent, il y a un horizontale. combat entre les commerciaux et les spéculateurs. C'est-à-dire, Les gros spéculateurs sont plutôt bullish. c'est quoi que tu Ah appelles non, je crois les que c'est l'inverse, commerciaux? pardon. Non, non, je crois que c'est l'inverse. C'est quoi que tu appelles les commerciaux? Ah bah tu sais, après c'est ce qu'ils mettent dans les stats, hein. Après ils doivent avoir leurs critères, faudra se renseigner plus en profondeur. Moi j'ai du mal à comprendre comment l'argent peut baisser parce que, ok, ça, il y a des choses qui ont déjà été pricées, mais ensuite on a eu une explosion d'une bulle quand on est passé de 50 à 30 là. Ensuite, l'argent ça pourra faire rôle de valeur refuge, c'est pas le cas pour le moment, mais ça peut le devenir. Et enfin, l'argent quoi qu'il arrive, même si l'économie va bien, on en aura besoin de plus en plus, puisque on a besoin d'argent dans tout ce qui est ordinateur et choses comme ça. Donc j'ai un peu de mal à comprendre comment ça se fait que l'argent monte pas plus en fait. Bah après moi c'est dans les chiffres que j'ai, hein. Tu vois, ils mettent juste commercial. La plupart sont. Ah oui, alors la plupart sont short en fait. Et ils pèsent. Alors selon les chiffres, ils pèsent plus que l'ensemble des spéculateurs. Après, les commerciaux, tu vois, je connais pas leurs critères. Je sais pas si c'est vraiment les demandeurs et l'offre réelle. Là-dessus, je sais pas. Les acheteurs tentent une petite poussée là sur l'or, sans grande conviction pour le moment. Si on prend les plus hauts et plus bas de l'ensemble du mouvement de baisse, voilà ce qui apparaît.
Ça se précise hein, sur l'or avec une pression acheteuse intéressante. J'ai bien envie d'acheter un peu d'euros pour le long terme. Plus 17 euros sur l'or en long, disait Matt. Mika qui disait tu habites où dans le 91? Le câble au minimum 1.57, disait LOL. Ok, voilà. Enfant non, ça fait 4 ans un peu plus. Un spéculateur a pas d'état d'âme. Moi, ça fait 6 mois environ en démo. Il s'en fout d'être long ou short. Dollar monde fable, les métaux sont cotés en dollars. Je sais bien, Karim, ouais. Donc quand on a l'or qui remonte, c'est-à-dire que le dollar faiblit. A priori, non. C'est-à-dire que l'or monte face au dollar. Alors. 8,76 €. Là, Ouais. là sur l'euro, par exemple, quand je prends l'euro là, les gros spéculateurs, ils ont tendance à, ils ont beaucoup shorté depuis 5 semaines. Et là, ça commence à s'inverser. Alors, ils sont largement short, mais il y a des, je pense qu'ils débouclent leur position et ils vont prendre de nouvelles positions d'ici quelques semaines. Mais les shorts commencent vraiment à s'affaiblir. Les longs, eux, restent stagnants, mais les shorts, ça s'inverse, la tendance. Tu parles de quoi là? Je pense sur à propos du COT. Tu veux dire sur l'argent en fait? Non, là sur l'euro. D'accord. Mais donc sur l'euro en général par rapport à toutes les devises? Oui. Et donc là tu penses qu'on a été beaucoup vendu mais qu'on pourrait se retourner, c'est ça? Ah bah après c'est selon le COT. Moi, tu vois, le COT, je commence depuis pas longtemps, donc je peux pas. Pour l'instant, je le prends en compte et je vais voir comment ça se passe par rapport au marché. Je suis en phase d'observation sur le COT. Ok, ok. Ouais, je verrai si je le prends en tant qu'indicateur long terme ou pas. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les commerciaux sont souvent à l'inverse des gros spéculateurs. Donc après, mon interprétation, c'est que les commerciaux se couvrent. C'est plutôt des opérations de couverture chez eux. Mais moi en fait je sais pas ce que tu appelles les commerciaux. C'est les traders pros? C'est quoi? C'est les institutionnels? Qu'est-ce que tu Ah appelles? non! Mais le problème, comme je te dis, c'est que je cherche et je trouve pas. Donc après, après c'est subjectif. Donc je pense que les spéculateurs, c'est bon bah c'est comme toi et moi. Et après les commerciaux, je pense que c'est ceux qui, par exemple sur l'argent, qui ont une demande réelle d'argent et qui ont une offre réelle d'argent aussi. Et Ah oui, ok. qui vont se couvrir à travers bah, grâce aux banques, comme Saxo Bank par exemple. Ce serait intéressant de savoir plus là-dessus. Si Alexandre revient un jour, on pourra parler du COT. Ouais, pourquoi pas en effet. Alors Mika qui dit qu'il essaye de mettre en place un plan de trading en se lançant en réel. Très bien Mika. Karim qui nous dit, est-ce que tu as déjà appliqué une technique qui est profitable sur ces 6 derniers mois? Parce qu'il parle de l'industrie, voilà c'est ça, utilisation industrielle des métaux. Oui, il y en a une qui est basique que j'ai amassée avec les moyennes mobiles 50 en UT15 avec des niveaux super résistance. Tiens, justement on va faire apparaître les moyennes mobiles dont tu nous parlais, Alexandre, tout à l'heure.
Alors on va mettre moving average. On va mettre la 50 en exponentielle et la 100. Voilà, on va mettre également la 20, pourquoi pas. Donc là, ça nous donne une zone comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que les cours suivent pas mal ces moyennes. Les vendeurs tentent de repartir à la vente. Bon, 7 euros, là, les acheteurs reviennent, c'est plutôt pas mal. Alors sur l'or, en l'occurrence, 2,83 € de profit en cours. Vu que je suis contre la tendance, je ne vais pas être trop gourmand et pour l'instant je laisse courir. On vient de casser la zone de résistance. Donc on peut entamer une phase de correction. Autant que sur l'or, on peut voir que si on dézoome avec le tracement de Fibo, on a un gros potentiel si ça se met réellement à corriger. Donc là, 3 euros de profit pour le moment, c'est plutôt pas mal. Je perds 1000 $ sur l'or, dit LOL. Bon bah j'arrive pas à trouver hein.
Ach- Si quelqu'un a réussi à trouver, il peut nous filer le lien. Acheter avant que j'ai plus une thune, dit lol. Ouais, c'est vrai qu'il y a des journées où c'est difficile. C'est pour ça qu'on essaie d'être plus rigoureux en termes de gestion du risque. Désormais, on verra ce que ça donne. Sup, résistance et chandelier. Avec les tensions géopolitiques, c'est le moment d'acheter l'or. Mickey me dit, et donc Karim, d'après ce que j'ai compris, tu utilises exclusivement les niveaux support de support et résistance. Il y en a une qui est basique, ça en avait vu. Sinon, c'est pour du swing, j'aime bien l'Ishimoku en 4 heures et en H1 pour la tendance. Pardon. Je vous mets BFM en attendant. Et on va en parler avec Philippe Béchade qui est avec nous par téléphone. Philippe, bonjour. Bonjour. Cercle Finance et Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol qui fait acte de résistance, pourrait-on dire. Oui, a-t-il vraiment le choix? Vendredi, il annonce que l'Espagne ne respectera pas ses objectifs de réduction de déficit, mais il complète cette annonce par, malheureusement, pour Bruxelles, la confirmation qu'on ne peut pas aller plus loin en Espagne. Et M. Rajoy doit être bien informé, on va dire, sur le moral des troupes, sur l'ambiance qui règne dans le pays. Si on rajoute encore un petit peu d'austérité, eh bien, on va tout droit vers l'explosion sociale. Mais il y a d'autres sujets particulièrement sensibles en Espagne. Et là aussi, mauvaise surprise pour le gouvernement de M. Rajoy, c'est qu'en refaisant les comptes, on s'aperçoit que le refinancement des régions espagnoles aurait été mal calculé par le gouvernement Zapatero à l'automne dernier, peut-être pour assurer les marchés, mais enfin, il manquerait quelque chose comme 90 milliards d'euros. Et puis, il y a les banques espagnoles qui font savoir qu'elles auraient besoin d'un petit peu de recapitalisation, allez, 50 milliards, histoire d'ajuster un petit peu les décotes sur les créances immobilières. À 50 milliards, on est évidemment très loin du compte. Il suffit d'aller en Espagne, aux Canaries ou Baléares pour se rendre compte de le Brésil, c'est la locomotive de l'Amérique latine et on a également des signaux de ralentissement aussi bien au Mexique qu'en Amérique centrale. Et là, c'était un petit peu, on va dire, l'Eldorado, la Chine de l'Espagne. C'est grâce à ça que l'Espagne pouvait encore trouver quelques relais de croissance. Et si ça s'étouffe au Brésil, eh bien toute l'Amérique latine en sera affectée et l'Espagne, évidemment, le sera aussi. En fait, en l'espace de 48 heures, on vient d'apprendre que l'Espagne aurait besoin de 150 milliards pour remettre, on va dire, ses comptes à flot et que pour respecter les objectifs de Bruxelles, il aurait fallu trouver 30 milliards d'économies. Vous voyez à peu près où se monte l'impasse et ça, eh bien, les marchés, eux, font aussi l'impasse sur cette réalité depuis, à mon avis, beaucoup trop longtemps. Messieurs, il y a pas mal de choses dans ce que dit Philippe Béchade. Votre réaction, Nuno Teixeira, est-ce que là, il y a là pour vous un sujet d'inquiétude majeur? Est-ce que Mariano Rajoy met les pieds dans le plat et ouvre un débat qui peut se prolonger justement sur cette austérité face à ce besoin de croissance, ce besoin d'air de l'économie espagnole? Alors il le fait à un moment particulier, on est en pleine ratification du nouveau traité européen, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais il pose quand même, là, il ouvre un débat très intéressant. Oui, alors ce qui est inquiétant, c'est de se dire que finalement, il l'a fait juste après la ratification du pacte budgétaire. Est-ce qu'il aurait pu attendre? Pas beaucoup, puisque je crois qu'on entame l'examen du budget espagnol à la fin mars. Mais c'est vrai que ça fait un peu désordre, on va dire, et ça rappelle un petit peu, dans une moindre mesure bien entendu, la situation de la Grèce, où on est allé de surprise en surprise avec des choses qui n'étaient pas
pas forcément dans les comptes. En même temps, on voyait bien quand même que l'effort était massif par rapport au déficit de 2011 qui était autour de 8,5% du PIB. Ramener le déficit en un an à 4,4, ça semblait quand même assez ambitieux. On s'attendait à ce qu'il y ait, on va dire, un dérapage. Là, on est allé un petit peu au-delà de ce qui était attendu par les marchés. Pour l'instant, la dette espagnole semble, on va dire, tenir le choc, même si on a vu au cours des dernières semaines que c'est l'Italie qui a vu le rattrapage. Le rattrapage s'est fait beaucoup sur l'Italie, alors que l'Italie payait une prime sensible au-dessus de l'Espagne. C'est en gros en 2-3 mois de 7 à 5% sur le 10 ans italien. Sur ce sujet espagnol, Marc Faber, est-ce que Mariano Rajoy a raison là de dire halte à cette austérité qui est en train de nous tuer à petit feu? Donnons-nous un peu plus de temps, ajustons nos objectifs. Enfin, je traduis le discours de Mariano Rajoy, mais sans rentrer dans une bataille de chiffres. Comment est-ce que vous recevez ce discours-là? Alors, je pense pas qu'ils disent halte au feu. Je pense simplement qu'ils disent surtout, c'est que on peut pas. Alors, c'est une expression très bête. On peut pas tondre un œuf. Donc, il faut bien voir qu'à un moment donné ou à un autre, il faut éviter des tensions sociales. Il faut éviter des manifestations dans la rue, surtout mais certainement beaucoup plus adroit dans un deuxième temps. Il est fraîchement élu, donc de toute façon là il n'a pas son problème électoral, c'est derrière lui. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'essayer de ramener petit à petit la confiance et à nouveau d'essayer de faire repartir l'économie espagnole qui est quand même un tout petit peu en panne, et surtout on a parlé de l'immobilier, c'est quand même la grosse épine en Espagne avec le système bancaire espagnol aussi qui peut être légèrement impacté. Donc ce qu'il fait était certes délicat à entendre de la part de l'orthodoxie européenne, mais ne me paraît pas totalement farfelu dans le sens que c'était très compliqué de revenir de la hauteur du déficit de l'année dernière à celle qu'il devait avoir cette année. Mais bon, du coup, ça pose la question de savoir s'il tiendra son objectif 2013. On sait que 2013, c'est l'échéance européenne d'un retour à des finances publiques équilibrées pour les pays, puis ça met Bruxelles aussi en porte-à-faux. Est-ce qu'il faut sanctionner ce pays ou est-ce qu'il faut justement peut-être laisser un peu de mou à l'Espagne au risque de voir d'autres pays commencer à ruer dans les brancards? Je pense qu'il faut laisser du mou à pas mal de pays et sanctionner ce pays ne servirait strictement à rien puisque c'est pas une pénalité financière qui arrangerait les choses, loin de là. Et je pense de surcroît que ça serait très mal compris par l'ensemble des populations européennes. Bon, c'est un débat qui va se prolonger selon vous. On en est qu'au début, là, justement, du rééquilibrage de l'austérité par rapport à la croissance. Et bon, l'Allemagne, on n'a pas vu de réaction pour l'instant officielle de l'Allemagne, enfin en tout cas mesurée, mais il n'y a pas eu de réaction forte. Ce débat va monter en puissance face à une Allemagne qui serait de plus en plus isolée? Oui, je pense que le débat va monter en puissance. Pour l'instant, l'Espagne était plutôt un bon élève. C'était un pays qui avait plutôt suivi les mesures préconisées par l'Union européenne, le FMI. Dans une logique de respect de contraintes budgétaires assez fortes, mais c'est aussi le mouvement des indignés. C'est là où il est né. C'est un pays qui a 25% de chômage. On aura une récession cette année autour de 7% de baisse du PIB. Avant tout, là. Oui, tout à fait. Je pense que là, ils sont sur une ligne d'équilibre qui est pas facile à trouver, mais ils considèrent qu'ils ont déjà fait leur boulot suffisamment et qu'il faut se laisser un peu de temps, effectivement, pour rentrer dans les clous. Philippe Béchade, vous êtes encore avec nous par téléphone. Réaction peut-être à ce que disent nos invités là en plateau sur l'Espagne? Écoutez, certainement le climat social, il est comme le baril de poudre. Hein. Il faut pas cette étincelle. Maintenant, si le calme social règne, on n'échappera pas, nous, Européens, à cette question. Comment faire en sorte que l'Espagne reste à flot financièrement? Parce que ces objectifs de déficit, c'est une chose, mais si l'on faisait une opération vérité, mais personne n'a intérêt à la faire, bien sûr, opération vérité sur
les pertes potentielles, ou voire vraiment réelles et constatées par les banques espagnoles, on serait devant des besoins de refinancement pour le système bancaire espagnol absolument. Je vous assure qu'à côté, la Grèce, ça paraîtra presque un échantillon de ce qui pourrait nous bouleverser dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Merci Philippe, merci d'avoir été avec nous. Philippe Béchade, Cercle Finance, on est à 1 minute 30 maintenant du fixing à la Bourse de Paris. Messieurs, juste un mot là, on est au plus bas de la séance, moins 3,3%. On en parlait en début d'heure avec vous, Marc Faber et Nuno Teixeira. C'est vrai que c'est violent, on l'a pas vu venir cette correction et on l'avait pas vu venir de manière aussi brutale. Non, on l'a pas vu venir aussi brutale, mais il y a eu plusieurs facteurs déclenchants. Un des premiers facteurs, ça a été l'annonce d'un léger ralentissement du côté de certains pays asiatiques comme la Chine, qui a un petit peu pesé sur les valeurs énergétiques, qui a pesé également sur les matières premières. Puis des rumeurs qui sous-entendaient que la Grèce pourrait reporter de quelques jours l'annonce pour savoir si le plan est accepté ou pas accepté. Donc cet ensemble a fortement contribué à la mauvaise humeur que l'on observe aujourd'hui sur les marchés financiers. Marc Faber, Nuno Teixeira, on va marquer une pause, on va prendre la direction du fixing tout de suite, on sera en ligne dans un instant avec l'un des gérants de Montségur Finance, moins 3,3%, donc pour le CAC à quelques secondes du fixing, 3373 points, et coup d'œil à New York, on recule de 1,25% sur le S&P 500, on est sous les 1350 points pour le SPI 500 à New York. BFM Business. Voilà donc le plan réalisé par BFM. Alors Karim, t'avais dit que sur sur MT4. Alors ce que je vois c'est que je vais essayer de lancer J'ai trouvé, Fab. Ouais, t'as trouvé? Ouais, alors ce qu'on appelle les commerciaux, c'est les traders engagés dans des activités d'affaires couvertes par l'utilisation des contrats à terme ou d'options au marché. Donc en fait, c'est même pas c'est pas forcément l'offre ou la demande réelle. Hein. Peut-être en grande partie, ça, je sais pas, mais c'est pas forcément ça. Tu peux répéter de nouveau Alors, la définition, pour eux, c'est des traders engagés dans des activités d'affaires couvertes par l'utilisation des contrats à terme ou d'options au marché. C'est les particuliers sûrement, et puis les larges spéculateurs, bon bah c'est ceux qui ont un sens, hein, ça veut dire. un sens? Ils font pas d'opération de couverture. Ah oui, d'accord. Oui, oui voilà, c'est ça. J'essaie d'ouvrir un compte démo là chez Wanda. Alors que les vendeurs mettent de nouveau de la pression. Salut William, ça va? Ouais, je suis cassé là ce soir, j'ai tout fermé mes graphes déjà là. Traite pas beaucoup en ce moment là. J'essaie de le changer, moi, tu sais, 80 trades par jour, ça finit par laisser des traces. Hein. On a vraiment quelque chose de très plat hein, sur Eurodol quand même depuis 15 minutes. Sur les autres produits comme l'or, etc. c'est aussi assez calme à court terme et ça a bien bougé par contre à moyen terme. On a eu des réactions hein, sur les moyens. Le directeur sur le chat. Et là, tu restes en trade là, encore, Fab? Là, ouais, j'ai des trades ouverts, ouais. T'es dans quel sens? Acheteur Eurodol, acheteur YNZD USD et acheteur or.
Tu restes overnight ou tu vas clôturer? Ça dépend. NZUSD ça avait été ouvert hier soir. Eurodollar c'est ouvert ce matin. L'or j'ai ouvert en fin d'après-midi là. Ça dépend, je peux rester. Ça dépend comment ça se passe en fait. Mais j'ai mes stops donc après ça me dérange pas de laisser overnight. Ouais. Ok, merci Karim. C'est quand même très calme, hein. Il n'y a pas grand chose à faire en cette fin de journée. Fondamentalement, on a de nouveau de la pression par rapport à la Grèce. C'est ce qui a mis en l'occurrence de la pression sur les marchés d'après New York Financial Press. Wall Street ouvre dans le rouge en ce Super Tuesday républicain. Le Dow Jones perd 1,2%, le Nasdaq recule de 1,4% et le S&P 500 de 1,3%. Bon bah je vous laisse, à plus. Cette journée de vote n'a généralement pas d'impact sur les marchés. Ce qui retient toute l'attention de la communauté financière, c'est la situation en zone euro avec la révision à la baisse de la croissance pour 2011 à 1,4%. Et cette semaine, la question de la restructuration de la dette grecque est de nouveau sur le devant de la scène. Les investisseurs se demandent si le secteur privé va honorer son engagement concernant l'effacement d'une partie de la dette, plus précisément l'effacement de 107 milliards d'euros de dette pour la Grèce. Pour l'instant, Evangelos Venizelos a annoncé, le ministre grec des Finances a annoncé un faible taux de participation des acteurs privés. Dans ce contexte, le secteur financier est sous pression à Wall Street. Le titre Bank of America recule de plus de 3% dans les premiers échanges et c'est une des plus fortes baisses sur le Dow Jones à l'ouverture. Les ressources naturelles sont aussi en baisse. Le baril de pétrole recule à 105,06 $ sur le NYMEX. C'est une baisse de 1,5% et l'once d'or recule à 1671 $ à l'ouverture. Voilà donc le point qui était réalisé par New York Financial Press. Alors les marchés actions je les regarde alors que j'essaye de voir sur FX Trade si j'ai bien accès moi aussi au CFD. Plateforme qui bug toujours beaucoup chez moi. Alors non, j'ai pas les CFD, pas notre cotation. Liste, ok. Non, j'ai pas encore accès, il faudrait que je réouvre un nouveau compte démo. De toute façon après je pense que ça va passer en réel rapidement. Mais c'était surtout pour voir les commissions, notamment sur le CFD CAC 40, parce que je serais intéressé pour le trader de temps en temps. En tout cas on voit le CAC 40 aujourd'hui qui a complètement dégringolé hein, ici sur le broker FX Pro. On va regarder sur Boursorama ce que ça donne en termes de pourcentage. Il n'y a pas de commission sur le CFD CAC. Ah, comment ça se passe alors? Ben c'est un... L'avantage du CFD justement c'est que ce qu'il n'y a rien, il n'y a que le spread. Oui voilà, c'est ce que j'entendais par là, c'était spread, donc il est, pour voir il est combien ouais. Ah d'accord. La banque Lehman Brothers, à l'origine de l'essai financière, va rembourser ses créanciers. La banque d'affaires américaine Lehman Brothers a annoncé mardi sa sortie officielle du processus judiciaire, ce qui lui permettra de rembourser ses créanciers 3 ans et demi après son dépôt de bilan. Les bourses chutent, inquiètes de la restructuration de la dette grecque. Les bourses européennes, ah ouais, le CAC qui perd carrément 3,58%. BNP qui perd 6,40%. Là je me suis fait... Alors, pour ceux qui regardaient un peu les émissions depuis quelques jours, j'avais dit que moi, je voyais bien des grosses corrections sur le CAC. Pour le moment ça se produit. Ouais, bien joué.
Alors après, j'en ai pas profité, donc ça sert à me dire ce qu'on fait pas. 10h midi, Intégral Bourse. Guillaume Sommerer, Cédric Decoeur. Et notre idée du jour au cœur d'Intégral Bourse, c'est donc Eurofins Scientifique. Le groupe de biotechnologie vient de publier ses comptes annuels et le titre s'inscrit en territoire positif depuis l'ouverture. Tout à l'heure, un dossier que l'on évoque avec Frédéric Rosier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Le bénéfice net d'Eurofins Scientifique a plus que doublé en 2011, 56,6 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette très forte progression? Comment s'explique-t-elle? Alors effectivement, Eurofins, alors on va expliquer un peu les métiers d'Eurofins. Eurofins, c'est la sécurité alimentaire, c'est pas le numéro 1 parce que c'est un marché très morcelé qui est spécialisé dans la bioanalyse alimentaire et environnementale. Donc c'est un marché vraiment de niche. C'est une société qui a effectivement connu des déboires en 2009 et qui est en train de finalement de retrouver un niveau de profitabilité relativement important puisqu'ils ont pour ambition d'atteindre les 20% de niveau de marge qui est plutôt confortable. Alors ce qu'on a vu l'année dernière, une belle progression du chiffre d'affaires de manière assez significative, une amélioration effectivement du résultat net plus 137% par rapport à l'année dernière. Le résultat opérationnel est bon, tiré par la France. Et oui, effectivement, on peut gagner de l'argent en France et on peut avoir une amélioration du chiffre d'affaires en France. Ça a été le cas, plus 23%. Le UK également. Faut noter aussi qu'Eurofins a fait pas mal d'acquisitions ces derniers temps, qui a tiré le résultat plus 32% pardon sur le UK. Donc amélioration dans un contexte plutôt économique incertain et la société a finalement est dans les termes de ces guidance qui a été annoncé il y a déjà quelques temps. Donc les perspectives d'Eurofins Scientifique sont également rassurantes. Oui, le but de la société, en gros, c'est d'atteindre, de maintenir ces niveaux de rentabilité élevés, d'atteindre les plus de 20% de taux de marge, d'avoir un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard en 2013. Donc là, on est sur la bonne voie. Alors, il faut se rappeler, en 2009, c'est une société qui était assez mal préparée quand même à la crise, qui avait connu d'énormes difficultés, qui s'est totalement restructurée, qui a tenu ses coûts fixes, c'est ce qui avait plombé un peu la société en 2009, et aujourd'hui retrouve de la profitabilité, je rappelle, sur un marché qui est extrêmement morcelé. On estime que c'est un marché à peu près de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires potentiel, donc voilà, il y a encore de la marge pour Eurofins. Justement, Frédéric, si on essaie de jeter un œil sur le secteur de ces biotech, quel sentiment peut-on avoir sur cet ensemble, sur ce compartiment de la cote? Alors, Eurofins, biotech, c'est pas évident. Je le classerai pas forcément là-dedans parce que c'est un mix entre Bureau Veritas ou SGS, par exemple, qui est de la certification. Et effectivement, alors, c'est vraiment de l'analyse fondamentale sur un titre précis, ça va pas intéresser tout le monde. Ceux qui s'y intéressent, je vous laisse le lien vers le sujet dédié à cela. Et donc je continue à chercher les raisons de la baisse très importante, a priori la Grèce surtout qui inquiète toujours les marchés, la situation en Europe. L'ensemble du marché européen baisse avec l'Eurostock 50 qui baisse de 3,07%. Zone euro, croissance 2011 revue en baisse, donc c'est un autre élément et c'était publié ce matin par rapport à la baisse. Et le plus de choses à faire c'était sur les indices boursiers aujourd'hui avec cette grosse baisse. J'en ai pas dû profiter, malheureusement je ne peux pas traiter des CFD, mais sinon c'était ce qu'il y avait de plus intéressant à faire. Donc ici on était sur le DAX, mais sur le CAC ici, en journalier on avait une très grosse baisse qui reprend 2 semaines, voire 3 de cotation. C'est seulement à très court terme en M5, c'était vraiment une journée intéressante et simple à trader, avec de la continuité de baisse continue, donc, enfin sans interruption, et donc des possibilités de faire de l'argent tout au long de la journée à n'importe quel moment où rentrer. Ceux qui ont pris dès ce matin ont dû s'en mettre plein les poches, donc bravo à eux. Autrement, là on arrive à la fin de la séance, on peut avoir des phases de correction, ce qui pourrait être bon pour nous. Alors, je ne vais pas rester encore connecté sans septembre parce que honnêtement j'en ai marre et qu'il n'y a plus tout de mouvement. Donc je continue à trader, vous pouvez suivre les résultats en direct en cliquant sur le lien suivi des résultats sur videobourse.fr. Et puis voilà, donc pour résumer mes positions, achat sur Eurodoll parce que, alors c'est la moins cohérente je pense, parce qu'on avait eu une cassure et que je parlais sur... Alors on peut la voir, on est quasiment au niveau de mes points d'entrée. Aujourd'hui on a atteint le S2. Au vu du contexte, alors on voit clairement une zone de range qui se met en place et une zone de support importante, donc on peut très bien avoir le rebond. Au vu du contexte sur le CAC, sur
toujours un rôle de valeur refuge. Quand les marchés actions baissent fortement, on a des réactions de hausse sur le dollar. NZD-USD, donc c'était une prise de position que j'avais prise plutôt à propos des graphiques en H1, H4. Parce qu'on est sur des dynamiques de fond haussières depuis un bon moment, on est en phase de correction ici. Les intérêts étant positifs, j'ai choisi de m'orienter à l'achat sur cette phase de correction. On termine avec l'or. L'or, j'ai pris position parce qu'on a eu un excès baissier et que pour moi sur l'or j'essaye à chaque fois de profiter des phases de correction pour prendre l'achat parce que pour moi, dans le contexte actuel, l'or va support sur l'or. Je n'avais pas forcément au cours actuel. Prochain support, ça pourrait être les 50% de retracement à la dynamique haussière qu'on avait eu du 1er janvier jusqu'au 29 février dernier, qui serait à 1158 $. On verra ce qu'il en est. Moins 13,29 € au niveau de l'ensemble des positions en cours. C'est donc une mauvaise journée. Là, on était sur 5 ou 6 journées positives d'affilée. On verra comment se termine cette dernière. Alors, s'il y a un admin, oui, arrobase. Moi, je suis admin. Oui, moi. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. C'est dingue le chat. Alors, LOL. Pourquoi tu dis que tu vas te faire un apéro? T'as regagné de l'argent finalement après la perte que tu as annoncée tout à l'heure? Semaine ce soir, je peux te dire que je suis liquide sur le forex, je ne regarde pas que les trades CAC et mid-cap. GFM, le gap, oh là là, si on touche les 2400, l'or peut bien retourner sur 1500. Je rigole toujours, on sait jamais. Moi je pourrais pas partir en stage, laisser une pause au gré du vent. T'as du courage. Ça fait 2 semaines que les indices sont en surchauffe. Bah c'est pas moi qui irais te dire le contraire. Hein. Et cette grosse bougie baissière confirme ce que j'avais dit dans une émission précédente, mon avis en tout cas, qui est que ouais, actuellement c'est plutôt des marchés manipulés, qui sont des vraies raisons d'accélérer, on accélérera. C'est ce qui se passe pour le moment. Alors, sur le mid-cap allemand, Karim a un short gagnant de 500 points. Bravo à toi, Karim. Bonne nouvelle, j'étais vendeur sur LVMH. Alors, ouais, quand on fait n'importe quoi, il faut mieux se calmer, aller faire autre chose que du trading à un bébé. C'est jamais bon de trader quand on est plus concentré ou quand on veut rattraper des choses comme ça. Quel est ton avis sur l'indicateur de Belkayat? Alors, Noob, l'indicateur de Belkayat, il est pas mal. Il repeint. Donc faut se méfier, hein. Si tu regardes le passé ça va être parfait, mais dans le présent ce sera jamais aussi parfait que ce que tu as. Après ça donne des zones de support et de résistance intéressantes. Faut savoir les utiliser, c'est pas suffisant pour gagner, mais c'est un indicateur intéressant. Fais gaffe de pas être en tilt, on fait des conneries. Et voilà, alors ça m'est déjà arrivé des dizaines et dizaines de fois, c'est ce que j'essaie absolument d'éviter désormais, avec ma nouvelle approche. Pour l'instant ça se passe bien, mais bon. On peut pas tirer de conclusion sur quelques semaines, hein. Faut tester ça sur plusieurs mois, plusieurs années, qu'on verra. USD SKD, tu veux fermer LOL? Voilà, je suis liquide, disait notre euro-dollar. Donc tu avais fait combien? T'es en positif aujourd'hui, notre euro-dollar? Xiao, un chat de plus est vraiment très simple. Un chat plus beau, vraiment très simple. Ah oui, d'accord. Alors, je vais proposer... Bah, n'hésite pas, ouais, arrobas, à donner le lien, ça m'intéresse. Bonnes vacances, Karim. Bonnes vacances, on va bien. Je laisse également bonne soirée à tous, bonne semaine, de même fab. Ok. Ouais, bah, arrobas, laisse-moi ça. Et puis moi, je vous souhaite bonne soirée à tous. À demain sur videobourse.fr. Bonne soirée. Alors ouais, bonne soirée Xred, merci. Et puis bah bonne chance pour tes trades, hein. Il t'en reste encore pas mal d'ouverts je crois. Merci.